Technique, mais en tout cas on est ravis avec Jean-François, donc c'était une très bonne année. Si vous n'étiez pas ce matin à notre poste à 6h, ce que je comprends tout à fait, une très bonne année. Donc au nom du service des sports de France 2 et de France 3, pour nous l'année ça commence, Jean-François, avec ce Paris-Dakar. Déjà on a un petit peu froid, hein, mais l'ambiance va se réchauffer parce qu'il s'est passé beaucoup de choses au cours de ce prologue, on va le voir. Un circuit difficile où il y a des milliers de spectateurs. Oui, c'est je crois la première surprise de ce Paris-Dakar qui retrouve une grande popularité qu'il avait peut-être un peu perdue ces dernières années. On dit que la course sera faite pour les amateurs, en tout cas qu'elle ne privilégiera pas spécialement les grandes équipes d'usines que sont Mitsubishi ou Citroën. Donc on attend, on va vérifier ça tout au long du parcours. En tout cas aujourd'hui, bien, les spectateurs étaient là, nombreux malgré le froid et malgré le lendemain de fête. Et oui, le réveillon a peut-être été un petit peu long pour tout le monde. Nous, ça a été très court parce qu'on était là très tôt pour préparer donc cet événement. Alors, la terre est très dure, le circuit est difficile, donc il va se passer beaucoup de choses. On va commencer avec les motos. Ils étaient 46 au départ. Et déjà, il y aura, vous allez le voir, beaucoup de surprises. Sachez donc qu'il y a 46 motos. 3 seulement sont des motos d'usine, ce sont les Yamaha. On commence bien sûr avec eux. C'est parti pour Stéphane Peter-Ancel qui est tout de suite à l'attaque sur un terrain qui va être très dur et que l'on va découvrir là, Michel. Oui, le terrain est très dur, il fait très froid et les petites ornières sont absolument impossibles à casser avec les roues de la moto, donc les pilotes vont rebondir et doivent être très prudents. Voilà ce circuit donc tracé juste à côté de Chaillé qui est creusé dans un terrain, vous le voyez. Il n'est pas très large, il mesure 3 km 500, il est très sinueux, 38 virages au total. Donc vous le voyez, il va falloir être prudent, ne pas se laisser embarquer par la vitesse. On ne peut pas prendre beaucoup de vitesse là de toute façon. Non, beaucoup de virages, très peu des toutes petites distances entre chaque virage, accélération, freinage, mais avec beaucoup de difficultés pour les pilotes pour trouver l'adhérence malgré l'utilisation des pneus cross. Et je suis persuadé que les pilotes à l'heure actuelle sont très vigilants et surtout la grande hantise du pilote, c'est évidemment de laisser tomber la moto. Alors Stéphane continue bien sûr à tourner et déjà donc se prépare le deuxième concurrent, c'est Dany Laporte. Dany Laporte que vous connaissez bien et pour cause, c'est vous qui le faites courir. Oui bien sûr, je manage Dany Laporte. Nous sommes Dany Laporte et moi-même passés chez Yamaha. Nous avons changé d'écurie, un rapprochement avec le team de Jean-Claude Olivier qui nous permet de présenter 3 Yamaha officielles sur le rallye, celle de Stéphane Peter-Ancel, celle de Dany Laporte et celle de Jordi Arcarons. Voilà, c'est le 3e Paris-Dakar de l'Américain qui vit à Sainte-Maxime. Il a abandonné à 91, il a terminé 2e l'année dernière. Il a été champion du monde de motocross en 82. Et un de ses hobbies, tout comme d'ailleurs Stéphane Peter-Ancel, c'est le VTT. Beaucoup de motards pratiquent aussi le VTT pour s'entraîner, pour prendre l'air. Et puis aussi, il y a quelques similitudes tout de même entre les deux disciplines. Oui, elles sont très complémentaires, toujours l'équilibre, toujours le réflexe, toujours le tout-terrain. Et là, on voit bien encore sur ces images à quel point Dany hésite à ouvrir en grand, à tel point il a peur de voir la moto partir, rebondir sur cette piste très dure. Et je suis convaincu que les pilotes sont en train de faire de gros efforts pour trouver l'équilibre. Alors là, on a vu partir 2 pilotes d'usine. Voici maintenant un privé, mais qui a des allures presque de pilote officiel. C'est Thierry Charbonnier qui a 30 ans, il est de Clermont-Ferrand. Il a couru 7 Dakar, il a toujours été à l'arrivée. C'est une sacrée performance. Les meilleures places, 4e, 6e et 8e. Il a été maintes fois champion de France d'enduro. Il a été champion d'Europe et champion du monde en 87 et 88. Et finalement, il a réussi à trouver un budget grâce notamment aux assurances moto verte pour pouvoir s'offrir quasiment une moto d'usine, bien que ce soit un privé. Oui, c'était un très bon privé puisque donc Charbonnier a un palmarès d'enduris. Il vient comme Stéphane Peter-Ancel de l'enduro, Dany Laporte venant lui du motocross. Et c'est le pilote type très résistant, très solide, faisant très peu d'erreurs et qui, avec cette très bonne moto, peut espérer effectivement se hisser sur une marche du podium à partir du moment où les 3 lascars de tête lui laisseront la possibilité de le faire. Alors là, on voit partir les meilleurs. On aura l'occasion tout à l'heure de reparler un peu des difficultés des motards pour partir pour ce 15e Paris-Dakar. Et voici Jordi Arcarons, l'Espagnol, qui s'élance à son tour. Lui aussi, c'est un pilote d'usine. C'est le 3e donc pilote d'usine. Alors que Stéphane Peter-Ancel connaît un problème. Là, Stéphane Peter-Ancel qui n'est pas encore à l'arrivée et que l'on retrouve là arrêté. Semble-t-il problème mécanique car on l'a vu là. À l'ordre de départ en Afrique et Stéphane a un camp très large pour franchir la ligne d'arrivée. Alors on espère pour lui que ce ne sera pas trop grave, mais enfin ça commence mal, c'est préoccupant, surtout que ça vous vous en doutez, ils ont froid les pilotes, la preuve, regardez ici Marcel Pilet qui s'est mis carrément une écharpe autour du cou avant de s'élancer. Marcel Pilet que l'on appelle aussi l'Africain, c'est un surnom qu'avait avant Hubert Auriol, mais lui aussi le porte très bien, il a 29 ans, c'est son 8e Dakar.
Le premier, il l'a couru en 83 et c'est aussi un passionné de jet ski. Là, on voit maintenant Dany Laporte, lui aussi, semble aller au ralenti. Là. Je pense que Dany a franchi la ligne d'arrivée. Là, je pense que c'est la fin. Moi, je l'espère. On n'est pas bien placé pour savoir si la ligne d'arrivée est franchie. Je pense que oui, Dany roule tout doucement, mais sans aucun problème. Et Marcel Pilet, comme vous disiez tout de suite, qui a l'écharpe pour l'instant et qui va remplacer cette écharpe par le chèche africain dès que nous arriverons au Maroc. Alors c'est un gros débrouillard celui-là, il a réussi à monter une écurie, une petite écurie à lui finalement, les Honda Dominator. Il en prépare ici bien une douzaine dans ce Dakar. Il y a un peu plus d'une quarantaine de motos au départ, c'est peu on le disait, car pour les privés c'est très dur en ce moment de trouver des budgets de pouvoir s'élancer. Oui, cette année, ça a été très difficile et il faut saluer le soutien que TSO apporte aux concurrents privés en leur mettant à disposition 2 camions d'assistance qui leur permettent de transporter leurs pièces, en leur mettant également à disposition des mécaniciens qui sont là aussi pour soutenir les pilotes à l'arrivée des étapes, pour leur permettre de bénéficier d'un soutien humain, ce qui est un effort considérable. Malheureusement, nous sommes dans une conjoncture économique relativement difficile. Nous avons les problèmes de la loi E20 qui pose aussi beaucoup de problèmes en ce qui concerne la recherche de partenaires. Et les privés cette année ont eu du mal à boucler les budgets et il n'y a pas que les privés puisque même le montage des teams un petit peu supérieurs a été très difficile pour cette année. Et c'est pour ça que Yamaha s'est engagé au tout dernier moment, alors que pour une fois, eh bien, il n'aurait peut-être pas eu de pilote d'usine. Alors que là, on retrouve Dany Laporte, c'est un petit peu curieux. Peut-être a-t-il attendu voir ce qui se passait du côté de Stéphane Peterhansel, parce que même s'ils ne font pas partie de la même écurie, tout de même, là, c'est pas la guerre, hein, c'est juste le prologue. Non, c'est surtout pas la guerre. Il est évident qu'il n'est pas question qu'un des 3 pilotes aide un autre pilote à faire de la mécanique, ce qui est évident. Bien sûr, Dany a énormément ralenti. Je pensais même que c'était la fin du prologue. Et j'espère pendant ce temps-là que Stéphane aura réussi à remettre sa moto en route. Mais dès que Dany a vu Stéphane arrêter, il a compris que l'intérêt de la course, pour l'instant, n'était pas forcément de faire un résultat sans la présence de Stéphane. Alors voilà, Christian Catlois maintenant qui a 45 ans et qui court de façon tout à fait originale. Vous le voyez, il ne s'élance pas de la même façon que les autres, Christian Catlois. Alors que là, on retrouve un tir groupé de tous les premiers qui sont partis, qui arrivent enfin. Donc là, on aura mis du temps, on aura les temps dans un instant, mais c'est sûr que tout à l'heure, la porte s'est arrêtée hein, pour voir ce qui se passait du côté de Stéphane Peterhansel, alors que là on retrouve à un autre rythme, on le disait tout à l'heure, Christian Catlois, qui pour boucler son budget a une idée originale. Il fait des bijoux fantaisie et des pins, et lui il vend disons son image à des commerçants, notamment des bars, des tabacs parisiens qui vendent des pins à son effigie à 25 francs, et il arrive à boucler comme ça son budget et il en vend pas mal. Ça coûte donc 25 francs le pins et il faut qu'il en vende à peu près 5000 pour pouvoir courir, et il a fait le calcul, Christian, pour savoir ce que ça représentait pour lui, la vente d'un pins. Il fait 2 km à chaque fois qu'il vend ce petit objet. C'est comme ça qu'il boucle son budget. Alors là, c'est Stéphane Peterhansel qui a enfin pu s'élancer de nouveau, qui est reparti. Et je pense que Jean-François Carquer, qui est sur la ligne d'arrivée, nous demandera tout à l'heure à Stéphane ce qui lui est arrivé. Voilà Stéphane donc qui, de toute évidence, ne sera pas le premier motard à s'élancer pour la première spéciale au Maroc. Car là, il a perdu pas mal de temps, même si devant, on n'a pas attaqué à fond. C'est pas utile, ça sert uniquement, vous le disiez tout à l'heure, le prologue a déterminé l'ordre des départs pour la première spéciale. Mais enfin, émotion tout de même pour Stéphane Peterhansel, qui pourrait réaliser un exploit unique. Ce serait de gagner 3 fois de suite, ce qu'aucun pilote n'a réussi à faire en moto. Même si Neveu a gagné 5 fois, il n'a pas fait, voilà, un petit coup de spectacle, super. Il n'a pas réussi, Cyril Neveu, a gagné 3 fois de suite, pas plus d'ailleurs qu'aucun autre pilote. Donc voilà, Stéphane Peterhansel qui n'oublie pas tout de même de faire du spectacle pour boucler enfin ce tour, alors que là, eh bien, on a perdu quelques concurrents et qu'on retrouve maintenant le numéro 9, c'est Jean-Luc Martin. Qui court, lui c'est presque un pilote d'usine à la limite, puisque avec Spec Moto, eh bien, il a monté une moto tout à fait originale, c'est presque un prototype. Oui, c'est un prototype, c'est-à-dire en utilisant des éléments qui ont déjà fait leur preuve sur différents types de motos, on peut réaliser un prototype qui en fait est très bien réalisé, qui n'a rien à envier en ce qui concerne la qualité de finition générale de la machine à une moto officielle. Bien sûr, ça reste une moto dont le moteur est moins performant que les motos d'usine, et bien sûr aussi, il ne faut jamais oublier que le Dakar est un test terrible et que le beau prototype du départ doit aussi faire ses preuves pendant la course. Mais quand on regarde cette moto, elle inspire confiance, c'était un très bon montage.
Et ouais, c'est aussi une moto qui apparemment est solide, qui sera maniable. Et d'ailleurs du côté de Spec Moto, on pense en vendre quelques-unes à quelques privés qui pourraient se l'offrir pour quelques éditions à venir plus tard du Dakar ou d'autres rallye raids. C'est parti pour le numéro 10. Oui, Jean-François, vous m'appelez Jean-François Carcaire, qui est arrivé pratiquement en même temps que Dany Laporte. Ça s'est passé comment ce prologue? On a roulé tranquille? Moi j'ai roulé normalement, je crois que les gens, tous les nombreux, je crois qu'il ne faut pas les décevoir, donc j'ai roulé correctement, j'ai pas pris trop de risques parce qu'il nous reste pas mal de kilomètres à faire. Normalement, disons que c'était la première fois que je conduisais la moto, donc j'ai fait 50 km avant d'essai, c'était juste, mais très bien. Ça se passe bien pour l'instant, vous prenez contact avec votre machine, c'est pas un peu trop tard? Vous savez, ça s'est fait. Puis, de toute façon, et puis bon. Ouais, je crois qu'on a un petit problème de micro là, à l'arrivée avec Jean-François Carcaire. On va essayer d'arranger tout ça. Alors qu'on est déjà au départ du pilote numéro 11, qui est une femme, c'est une Allemande, Jutta Kleinschmidt, qui a 30 ans, qui est de Munich, elle est ingénieure et c'est sa 3e participation. En 88, elle avait abandonné. Et l'année dernière, elle a terminé à la 23e place. Elle a couru notamment aussi au Pharaon assez souvent, à 5 reprises. Et elle fait partie des 2 femmes qui ont le courage de s'élancer en moto. Mais c'est pas une nouveauté, il y avait souvent eu des femmes. Hein. Oui, il y a toujours eu des femmes sur le Dakar. On a eu au début des premiers Dakar, il y avait 5, 6, 7 concurrentes au départ. Et puis bien sûr l'épreuve s'est durcie, les motos également ont changé. On est passé d'une évolution d'une moto monocylindre relativement facile à conduire à des motos maintenant beaucoup plus rapides, beaucoup plus lourdes, emmenant beaucoup plus d'essence. Et là il est évident que le physique devient très important. Et je suis en admiration devant les filles qui prennent le Dakar quand on connaît la difficulté de piloter dans le sable mou notamment. Quant à Jutta Kleinschmidt, elle est d'un joli gabarit et donc automatiquement elle n'a pas de problème pour tenir son matériel, tenir sa moto, et elle a déjà fait ses preuves en rallye. Je suis un petit peu plus inquiet pour l'autre concurrente féminine qui est vraiment un petit bout de femme et j'espère pour elle qu'elle aura la condition nécessaire pour aller jusqu'au bout. Ouais, c'est Marianne Bernard, qui a le dossard numéro 8, qui a 26 ans, qui court avec une 350 Suzuki. C'est sa 2e participation. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un peu de force pour manier ces engins. Alors pour l'instant, les premiers résultats nous arrivent. Finalement, Stéphane Peterhansel a été crédité de 7 minutes et 32 secondes. Donc il est resté tout de même presque 3 à 4 minutes sans pouvoir bouger. Vous l'avez vu tout à l'heure, suite à un petit problème d'alimentation. Deuxième temps pour Laporte 4,48 et celui qui a réussi le meilleur temps pour l'instant, eh bien c'est Charbonnier avec 3 minutes 50, c'est à peu près le temps qu'on estimait, c'était entre 3,30 et 4 minutes, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas s'élancer trop vite sur ce circuit difficile, très serré, très sélectif, très technique et gelé par-dessus le marché, donc ce qui fait qu'il ne faut pas prendre de risque, il ne faut pas casser la machine tout de suite. Hein. Oui, il serait aussi intéressant d'attendre le temps de Jordi Arcarons, parce que je pense que Jordi est un pilote très incisif, qui est un pilote qui a une énorme motivation pour ce rallye, et avant de confirmer pour l'instant la pole position de Charbonnier, j'aimerais qu'on attende le résultat de Jordi, qui est un pilote qui a misé beaucoup sur ce rallye, qui a fait de gros sacrifices pour être au départ, et je pense qu'à chaque fois qu'il se trouve sur la ligne de départ, il n'a qu'une seule motivation, être le plus performant. Donc ce sera la bagarre entre les pilotes Yamaha. Disons, on peut inclure aussi Charbonnier dans cette catégorie de pilotes qui sont susceptibles de remporter bien sûr ce 15e Dakar. Et alors que l'on suit, il a actuellement Canella. Et évidemment là le rythme n'est plus tout à fait le même. On va commencer à rentrer dans une catégorie de ceux qu'on appelle gentiment les poireaux, qui sont des privés qui font ça vraiment avec beaucoup de cœur, beaucoup de passion, surtout qu'on le disait tout à l'heure, en ce moment c'est très difficile de trouver de bons budgets, de trouver des partenaires, c'est la crise économique et puis c'est vrai les problèmes liés à la loi E20, eh bien ça ne facilite pas la tâche des motards. Alors il semble qu'on ait Stéphane Peterhansel sur la ligne d'arrivée. Oui Lionel, Stéphane est avec nous. On a eu des petits problèmes de son tout à l'heure parce qu'en fait bon. on est très loin de vous et on a des petits problèmes de son. Alors on essaye de se mettre en place pour que ça passe correctement. Pour l'instant on bricole un peu, mais on y va. Alors Stéphane, ça s'est pas bien passé ce prologue. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Écoutez, oui, j'étais parti en essayant de faire un bon temps et puis ça avait l'air de marcher. Au milieu du prologue, la moto s'est arrêtée complètement. Donc j'ai pensé tout de suite à une panne d'essence et en fait c'était un problème de robinet de réservoir. Nous avons plusieurs réservoirs et j'ai mis mon robinet sur le réservoir arrière alors qu'il était vide.
Donc à partir de ce moment-là, panne d'essence, il a fallu que je repasse sur le réservoir avant, mais il faut réamorcer l'ensemble des carburateurs. Il a fallu donc souffler dans des durites pour réamorcer tout ça. Et ça m'a fait perdre 3 ou 4 minutes, donc tant pis pour le prologue. J'espère que ça ne sera pas un handicap pour la suite de la course. 3 minutes, normalement, c'est quand même pas très très grave. C'est peut-être pas très bon pour le... Non, non, mais enfin je dois dire que les prologues ne me réussissent pas souvent. En fait, l'année dernière, j'ai fait un très mauvais temps aussi après une chute. Il y a 2 ans, j'avais un petit problème technique. Donc les prologues ne me réussissent pas. Par contre, la course est autre chose. Donc je pense pas que ça soit catastrophique. Qu'est-ce qui va se passer entre les 3 Yamaha? Ça va être la vraie bagarre ou s'il y en a un qui est un peu devant, il va y avoir quand même de l'entraide. Vous le sentez comment, vous? Moi, je crois pas qu'il y aura aucune entraide. Je crois que ça sera une bagarre ouverte, très ouverte. Par contre, à armes égales, bien sûr, puisque nous disposons du même matériel. Mais je dois dire que si j'ai des avantages au niveau de l'expérience ou d'autres avantages, j'en ferai pas profiter mes adversaires. Donc vous êtes vraiment tous les 3 adversaires complets? Complètement, nous n'avons pas du tout les mêmes employeurs, je dirais. Donc tous nos sponsors veulent qu'on gagne, chacun de notre côté. Et donc il n'y aura vraiment pas de cadeau. La différence, elle va se faire où dans ce rallye? Pas forcément en lieu, mais dans quel domaine? La mécanique, l'homme, la machine, telle ou telle étape, vous le voyez comment? C'est-à-dire que ça va sûrement se faire au niveau de la navigation. À quel moment, je ne sais pas, parce qu'apparemment le tracé est très sélectif et du début à la fin, il y aura énormément de difficultés en navigation. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir être très présent, à chaque moment faire très attention. Et bon, moi je compte un petit peu là-dessus parce que d'habitude ça se passe toujours assez bien dans ce domaine. Eh ben, on vous souhaite bonne chance. Merci Stéphane, merci Jean-François. Et là on suit un des monuments du Paris-Dakar, l'Allemand tchèque, qui a 60 ans et qui est toujours là et qui est venu sans sa fille cette année. Et oui, c'est une première. Hein. Herbert accompagnait sa fille depuis déjà de nombreuses années sur les rallyes. Il disait toujours, je lui passerai le relais. Et puis cette année, c'est lui qui est au départ et sa fille est restée, je crois, en Angleterre pour ses études. Et Herbert est un personnage, effectivement, c'est une figure du rallye. On le voit dans tous les bivouacs le soir, toujours en train, toujours aussi sympathique. Et quelle que soit l'aventure et la galère qu'il a vécue dans la journée, il ne se dépareille pas de son flegme. Ce n'est pourtant pas un flegme britannique, mais tout se passe très bien pour Herbert tous les jours. Alors, est-ce que Chanteloup n'attendrait pas son équipier Flamand, Laurent Flamand, puisqu'ils ont décidé, je crois, de faire la route ensemble. Alors là, il s'est lancé symboliquement pour déclencher le chronomètre. Et je crois que là, il attend son copain parce qu'ils ont décidé de faire tout le parcours ensemble. Alors donc, même sur le prologue, eh bien, on s'attend. Comme quoi, vous voyez, le prologue, c'est quand même assez décontracté. Et tout à l'heure, Stéphane Péderancel nous disait que les prologues, ça lui réussissait pas beaucoup. Bon, en 89, quand même, il a gagné le prologue de Barcelone. Et là, on retrouve un peu d'action avec Canella, qui va arriver là sous la banderole. Voilà ce qui est fait. Et on attend la minute réglementaire pour s'élancer et pour que le duo se constitue entre Chanteloup et Flamand. Voilà. Allez, il retrouve son copain, c'est bon, c'est parti. Ça fait partie des images sympas. Hein. Oui, ce sont les images sympas. En plus, ces pilotes, Chanteloup a déjà fait l'opération Yamaha Marathon l'année dernière. Il a donc déjà vécu cette entraide générale qui se crée lorsqu'il y a des écuries qui mettent au point des services pour les pilotes privés. Et donc, ils ont décidé de faire le Dakar en copain. Ça ne les empêchera pas de franchir la ligne d'arrivée en copain. Maintenant, évidemment, ce sont, comme je le disais tout à l'heure, les galères africaines qui feront la différence au classement. Mais l'esprit est fantastique. Et c'est ce qui est remarquable dans ce rallye. On retourne un peu aux sources sur ce nouveau Paris-Dakar. On a déjà, par le retour à Dakar, on retrouve un petit peu de l'origine du rallye, mais on a une ambiance fantastique entre les pilotes privés qui cèdent, mais même les top pilotes, les top drivers sont tous des pilotes qui sont tout à fait sensibles aux efforts qui sont faits par les pilotes privés. Cette année, c'est un retour aux sources, un virage très important dans le monde des rallyes. Si ce rallye Paris-Dakar est une réussite, je pense que tous les organisateurs de rallye devront également prendre en considération tous les efforts que l'organisation a fait pour aider les pilotes privés à participer dans la conjoncture difficile, comme on l'évoquait déjà il y a quelques instants. Et oui, parce que la plupart de ces pilotes qui s'élancent maintenant, comme vous le voyez, ont équipé leur moto justement derrière pour eux-mêmes réparer les premiers pépins, du moins ce qu'ils pourront faire, car c'est vrai, ils n'ont pas les moyens de s'offrir une aide, quelle que soit cette aide, c'est-à-dire avec un mécano, avec un camion, avec des pièces détachées. C'est pas facile, et donc on trouve des solutions, et cette année ça va être difficile. Heureusement qu'il y a cette assistance tout de même proposée par TSO pour les motards, parce que ça va être très difficile ce rallye. On dit qu'il est très court, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas
terriblement difficile à vivre et à réussir. En tout cas, ceux qui vont arriver au bout, en moto notamment, eh bien, ils seront quand même très forts et ils auront mené bien leur affaire. Oui, c'est évident que ce n'est pas la longueur du rallye qui crée la difficulté. On peut de temps en temps avoir des étapes très longues et qui ne soient pas forcément très difficiles. Cette année, le rallye va être très difficile. Il faut surtout bien mentionner que nous aurons 4 étapes qui se passeront avec le système de navigation pratiquement uniquement comme point de repère, puisque le roadbook ne sera pas distribué aux concurrents et que les concurrents partiront d'un point à un autre en essayant de parcourir le chemin le plus rapidement possible. C'est une nouveauté, c'est une innovation. La navigation par l'intermédiaire d'éléments électroniques est devenue maintenant classique et automatiquement TSO a décidé cette année de laisser la libre circulation des GPS et de laisser donc aux pilotes, aux concurrents, le soin de tracer eux-mêmes leur piste dans le désert sans leur donner un roadbook très détaillé. Alors quand c'est Michel Anthony là qui va bien là quand même, hein, il avance à son rythme, mais enfin il prend la trajectoire là, il essaie d'être vigilant aussi parce que ça peut partir très vite. Voilà la preuve là en sortie de virage pour relancer la machine, ça saute pas mal, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, comme c'est gelé forcément, eh bien il faut avoir de bons réflexes, être assez souple et puis il faut aussi pouvoir se réchauffer, tout comme nous d'ailleurs, parce qu'ils sont partis très tôt, hein, ce matin, vous les avez peut-être vu sur France 2 depuis le Trocadéro, et le chemin, les 162 km là par -3, -4, eh bien ça a laissé des traces parce que les pilotes avaient vraiment froid partout, hein. Ah oui, les pilotes étaient frigorifiés sur la route, ils se sont arrêtés régulièrement pour sautiller sur place et essayer de se détendre parce qu'il était vraiment, ce matin, le temps était vraiment très très froid. Et je voudrais faire une petite parenthèse par rapport à l'état de la piste. Effectivement, je voudrais rassurer les téléspectateurs qui regardent, la piste est très 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 difficile et les pilotes, évidemment, on ne le revoit peut-être pas forcément parfaitement à l'antenne, mais le terrain est un vrai terrain en béton et la moindre petite ornière, la moindre petite trace de terre fait rebondir la moto, et là on sent bien que les pilotes sont sur la réserve, essayent bien sûr de conserver un équilibre, et on le voit bien, les pilotes conduisent assis. Il y a très peu de pilotes à part les très bons pilotes qui conduisent debout façon un rallye africain, façon enduro. Vous voyez, le pilote se lève juste à la sortie là en allant chercher le talus, mais il est énormément secoué parce que la piste ne donne aucune souplesse et la moto rebondit. Les motos sont équipées avec des très gros réservoirs, et même si certains n'ont pas fait le plein, comme le disait Stéphane Peterhansel tout à l'heure, qui est parti avec son réservoir arrière vide, ce qui est logique, il ne va pas emmener 62 litres d'essence, ça n'empêche que les suspensions travaillent très très fermement et tout le monde est gelé, les suspensions et les pilotes et la piste. Voilà, départ de Pierre Leblanc cette fois. Le voilà, avec la précaution de mettre le pied, vous l'avez vu, hein, dans le virage au cas où, parce que encore une fois on se méfie, hop là, changement de pied bien sûr. Et là il est tôt, hein, ce matin, puisqu'il est 10h15 là pour nous en ce moment, parce qu'on enregistre cette séquence moto, et vous le constatez, eh bien, le monde commence déjà à arriver. Et bien sûr à Chaillé et dans la région de Lyon jusqu'à Auxerre, c'est un événement de voir ce prologue, de voir tous les concurrents de ce 15e Paris-Dakar commencer vraiment à s'élancer ici sur ce terrain de Chaillé, qui est, comme on le disait, technique et intéressant à parcourir pour les motards, avec donc le monde qui peut suivre, on peut changer d'endroit pour voir passer les motos. Alors qu'on commence à voir les premiers résultats avec quelques petites surprises, hein, Michel. Oui, effectivement, c'est Canellas qui à l'heure actuelle a fait le meilleur temps. Canellas sur le Kawasaki, c'est un très bon pilote d'enduro, donc est un pilote aussi qui a une base africaine, donc un très bon chrono. Jordi Arcarons qui prend la 2e place, c'est ce que je pensais tout à l'heure devant Thierry Charbonnier. La différence de temps entre les deux pilotes d'une trentaine de secondes s'explique uniquement par le fait que la 500 Kawasaki est une moto beaucoup plus légère, beaucoup plus maniable, et que donc le pilote a tiré profit du rapport poids-puissance de sa moto, alors que bien sûr les gros bicylindres emmenés par Jordi Arcarons, Stéphane Peterhansel et Dany Laporte et Thierry Charbonnier sont beaucoup plus lourds à manœuvrer, et automatiquement le pilote doit être beaucoup plus attentif sur son pilotage afin de ne pas faire de faute. Et voilà les deux compères qui en terminent, ils sont même rejoints par un autre concurrent, par Thierry Holland. Donc voici une arrivée groupée. Oula, ça a failli mal se passer là-bas. Je me demande même s'il n'y a pas eu... non, ça repart. Il avait calé simplement, et donc la machine repart, et voilà, donc ça se termine pour Chanteloup, Flamand et Hollande.
Donc cette année, on l'a dit, il y a moins de motards, 46 seulement. C'est rare de voir aussi peu de motards au départ du Dakar. Les motards qui étaient un peu des chouchous, Thierry Sabine. Oui, tout à fait. Thierry a toujours considéré que ce sont les motards qui faisaient l'histoire du Dakar, sans du tout vouloir créer la moindre barrière entre l'auto, le camion et la moto. Mais il est vrai que l'exploit individuel, on va avoir une chute là. Oula, il est parti tout droit de Azevedo là. Il était justement gêné par les rebonds. Là, il se prend les pieds dans la banderole France 2. Voilà, boum, ça sans problème. Mais comme quoi, il faut être hyper vigilant parce que ça rebondit terriblement. Et bien voilà, c'est un petit incident, heureusement, sans gravité. Oui, surtout que De Azevedo a gagné l'année dernière le Paris-Le Cap en catégorie marathon. C'est donc un excellent pilote et qu'il a fait une faute, qui d'un seul coup, la moto s'est mise en travers sur la piste à cause toujours de cette piste gelée. Nous disions tout de suite donc de la difficulté effectivement et de la préférence de Thierry Sabine pour les motos. Effectivement, les exploits et l'histoire du Dakar a été bâtie autour des galères des pilotes motos, et au fur et à mesure de l'évolution technologique du matériel, on est passé de ce côté aventure des premières monocylindres à un côté exploit sportif maintenant, parce que rester 700, 800, 900 km sur une moto avec les cadences impliquées par les pilotes de tête, c'est vraiment une condition physique exceptionnelle, et les artistes qui conduisent ces motos là sont vraiment des sportifs de très haut niveau. Et on n'est pas au bout de nos surprises dans ce prologue moto, puisqu'on suit actuellement l'Italien Massimo Marmiroli, qui en est à son 3e Dakar, qui a abandonné à 2 reprises. Et si l'on vous montre le dossard 41, eh bien c'est justement parce qu'il a créé une surprise, tout comme celui qui s'élance à l'instant. Siréjol, un Français. Car on a été un petit peu surpris ici de constater que ceux qui partaient au fond du classement du prologue se sont retrouvés en tête, curieusement. Le 41 Massimo Marmiroli a terminé lui avec sa Gilera en 3e position. On a vu s'élancer Patrick Siréjol tout à l'heure, et là on suit Jean Brussy. Jean Brussy qui est presque devant son public et qui est parti très très motivé. On revoit donc Marmiroli sur sa Gilera. Là voilà à l'attaque et qui en termine, et là il réussit un excellent temps. Il passe devant les pilotes d'usine. Voici Jean Brussy, le Français, à l'attaque. Il est un habitué du super motard. Tous les week-ends il est sur la route, et c'est lui qui réalise donc le scratch en moto en 3 minutes et 18 secondes. Surprise, surprise. Même lui a été un peu étonné de réussir ce meilleur temps. Jean Brussy donc tout heureux de réussir cette performance devant son public. L'année dernière, il avait terminé 17e et 3e de la série marathon. On retrouve Jean Brussy. Oui, il a fait une vraie écurie privée mais professionnelle. Quand on les voit travailler dans le hangar sur l'aéroport. Jean, on était un petit peu surpris de retrouver ce classement à l'arrivée, de vous voir faire le scratch. Est-ce que vous-même vous étiez un peu étonné? Qu'est-ce qui justement a fait que vous avez pu vous retrouver devant comme ça sur ce prologue? Je ne sais pas ce qui a fait que les autres pilotes aillent moins vite que moi. En tout cas, moi j'étais quand même relativement motivé, mais je ne m'attendais pas du tout à faire le scratch. Je pensais rentrer honnêtement dans les 10 premiers, mais là vraiment je suis très surpris de faire le scratch. Bon, je suis très content parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent à Montargis, à côté d'ici, qui se sont déplacés pour me voir, et au moins ils ne sont pas déçus du voyage. Vous parlez de motivation, c'est sans doute ça qui vous a motivé, avec une moto toute neuve en plus. Une moto toute neuve qui totalise en ce moment 350 km à peu près. Donc il faut que je descende jusqu'à 7 pour finir le rodage. Alors quelle est l'ambition justement une fois que ce rodage sera fait et que vous allez attaquer l'Afrique, quelle est l'ambition pour vous dans ce 15e Dakar? L'ambition, j'ai terminé 17e l'année dernière au Cap. Donc j'espère cette année rentrer dans les 10 premiers et puis essayer de faire un podium en catégorie marathon. Alors c'est quand même étonnant quand on sait que Stéphane Peter-Ancel va partir en toute dernière position. Merci en tout cas d'être venu nous voir, et on va voir dans le détail le classement de ce prologue moto assez surprenant. Avec donc Brussy qui réussit le meilleur temps, 11 secondes Siréjol, 3e Marmiroli, 4e Tramelli.
5e Ramel, et puis il faut aller un peu plus loin après pour retrouver les pilotes d'usine, notamment Arcarons qui termine 7e seulement, Charbonnier 8e, Laporte 35e. Il faut dire aussi que Laporte a attendu de voir ce qui se passait pour Peter Hansel avant de s'élancer de nouveau, et donc Stéphane Peter Hansel 46e et dernier au classement de ce prologue. C'est une anecdote bien sûr pour lui, mais enfin malgré tout il aura à remonter tous les autres motards pour revenir en tête de course, et ça sera une difficulté supplémentaire pour le favori moto de ce Dakar.